Bonjour à tous. La JE organise aujourd'hui un webinaire sur un thème particulièrement poignant qui concerne la condition animale au sens très large du terme, avec le braconnage et le cyberbraconnage. Et nous avons noté qu'après une baisse significative en 2020, le trafic d'espèces sauvages, qu'il s'agisse de pangolins, de rhinocéros ou autres, pourrait exploser en 2021. Ce trafic est le quatrième trafic au niveau mondial après les armes, la drogue et la traite des êtres humains. La cybercriminalité liée aux espèces sauvages se développe dans une quasi-impunité sur Internet et dans l'anonymat. Elle ne se fait pas seulement sur le darknet, mais aussi sur les réseaux sociaux, les sites d'e-commerce, les marketplaces et des publicités, par exemple, en ligne illégales pour les guépards ont explosé en 2020. Alors, nous allons parler de cybercriminalité en matière de braconnage aussi, et aussi de braconnage pour faire un point sur la situation. Nous ne pourrons pas être exhaustifs car c'est un sujet très vaste. Mais grâce à Lionel Hachemin, chargé de campagne au Fonds international du bien-être animal, qui est programme responsable de la suppression, concernant la menace de la cybercriminalité de la faune sauvage et du programme Cyber Observateur, et à Charlotte Nittard, experte environnementale et directrice de l'association Robin des Bois, nous allons pouvoir poser déjà les grandes lignes de ce nouveau thème que nous abordons. Et nous espérons bien sûr continuer sur cette thématique avec d'autres webinaires. Et pour cela, donc, je vais tout de suite passer la parole à Lionel Hachemin qui démarre avec sa présentation. Lionel, donc c'est à vous. N'hésitez pas à compléter la toute petite présentation que j'ai faite de vous et de votre organisation pour qu'on puisse mieux vous connaître. Merci Esther et bonjour à tout le monde. J'espère que vous pouvez bien m'entendre et voir la présentation. Oui, très bien. Je voulais remercier tout d'abord la JE de nous donner cette opportunité de nous exprimer sur ce sujet qui est si important. Lionel Hachemin, je suis chargé de campagne, en particulier sur la campagne criminalité liée aux espèces sauvages qui prend en compte principalement la cybercriminalité et aussi la question de l'ivoire qu'on traitera rapidement aujourd'hui avec un vrai focus sur la cybercriminalité. Et au sein d'AIFO, je suis basé en France. Avant de rentrer dans ces sujets, je voulais rapidement vous présenter AIFO et les actions. Donc AIFO qui est le Fonds international pour la protection des animaux et les actions qu'on mène, ainsi que notre vision. Donc l'idée générale d'AIFO, c'est vraiment de mettre en place des solutions durables qui soient bénéfiques à la fois aux populations animales et aux populations humaines, ce qui implique aussi de travailler par exemple avec les populations locales qui vivent avec les animaux. Donc AIFO, c'est une ONG mondiale. On est présent, on a des bureaux dans 17 pays, mais on a un champ d'action qui est dans plus de 40 pays à travers le monde. Et on va aller de secourir des individus jusqu'à sauvegarder, en tout cas essayer de sauvegarder des populations entières et préserver leur habitat naturel. Donc on considère vraiment les hommes, les animaux et la planète comme dans un seul et même écosystème dans lequel il faut prendre en compte tous les aspects pour vraiment pouvoir aller de l'avant et avoir une certaine durabilité, en tout cas qu'on vive bien ensemble. Et donc notre vision, c'est vraiment d'avoir une cohabitation harmonieuse entre les hommes et les animaux et qu'on considère aussi bien le bien-être d'un individu, donc d'un éléphant par exemple, mais aussi on a une approche où on va essayer de sauver toute une population entière, par exemple girafe, par exemple. On a des programmes qui vont qui vont diviser d'abord des programmes de sauvetage d'animaux, donc ça soit des programmes de secours d'urgence lors de catastrophes et de réduction de risque. Donc par exemple, suite à la catastrophe au Liban, on était sur place, ou en Australie avec les feux de forêt, donc en hiver dernier, en 2020, pardon. On a aussi un programme de sauvetage humanitaire marin pour par exemple des baleines qui, suite à des collisions ou à la pollution sonore sous-marine, vont être échoués, par exemple, et puis du sauvetage des animaux sauvages, que ce soit des animaux récupérés suite à du trafic d'espèces sauvages ou des animaux qui ont été, par exemple, des orphelins éléphants qui sont retrouvés tout seuls et qui ont besoin d'aide pour ensuite pouvoir les remettre dans la nature.
Et à côté de ça, en plus du sauvetage, on a aussi un vrai travail autour de la conservation, donc que ce soit la conservation marine, conservation des habitats, et sur la criminalité liée aux espèces sauvages, dans lequel je fais partie personnellement, dans lequel je travaille. Et donc, au sein de cette organisation internationale, on a aussi des campagnes qui sont propres à chaque région, parce que chaque région a des campagnes plus ou moins pertinentes, en tout cas. Et en France, on s'occupe principalement de la lutte contre le trafic d'espèces sauvages et la cybercriminalité, parce que oui, la France et l'Europe sont un marché pour le trafic d'espèces, et en particulier pour la cybercriminalité. Nous sommes des consommateurs et nous avons un rôle à jouer. Donc, c'est aussi pour ça qu'on s'attache à qu'on se préoccupe de cette problématique. On a aussi une grosse campagne autour du commerce d'ivoire qui n'est pas encore complètement interdit en Europe et en France. Et aussi, ma collègue s'occupe de la lutte contre la pollution sonore sous-marine. Mais bon, assez de parler d'AIFO, en tout cas de manière générale, et rentrons dans le sujet de la cybercriminalité liée aux espèces sauvages. Donc, tout d'abord, je voulais commencer sur aller un petit peu plus grand sur qu'est-ce que le trafic d'espèces sauvages, c'est-à-dire introduire rapidement ce sujet. Et Charlotte va en parler un petit peu plus longuement que moi. Mais donc, le trafic d'espèces sauvages, il faut savoir que c'est une des formes les plus lucratives de criminalité transnationale organisée au monde et qui est aussi grande et aussi importante de par le fait que le crime organisé, les syndicats qui sont impliqués dedans peuvent avoir de gros profits pour un risque relativement faible et en tout cas bien plus faible que pour d'autres crimes et d'où l'intérêt sur le sujet du trafic d'espèces sauvages. On a toujours cet équilibre entre bénéfices et risques et tant que le profit généré va être supérieur au risque, on aura toujours de l'intérêt sur ce sujet. Et donc, même si c'est un trafic et donc il est difficile d'estimer sa taille parce que de par sa nature, il va être dans l'ombre. Donc, Interpol estime, en tout cas, c'est le chiffre qu'on utilise, à plus d'environ 20 milliards le profit généré estimé par an par le trafic d'espèces sauvages, mais juste du côté animal. Si on rajoute les produits issus des arbres, on dépasse les 100 milliards. Et bon, je pense qu'il faut garder en tête, c'est que oui, c'est le quatrième trafic le plus important au monde, mais surtout, il a une taille similaire au trafic d'êtres humains. Ce qui est vraiment, enfin, ce qui, je pense, marque en tout cas l'importance de ce sujet et le fait qu'il mérite d'être traité, en tout cas considéré. Et une chose à noter aussi, c'est que le trafic existe parce qu'il y a du commerce légal et qu'il y a de la demande. Sans demande, on n'aurait pas de trafic parce que donc pas de profit pour ceux à la tête de ces réseaux et donc derrière pas de braconnage. Sans demande, on n'aurait pas de braconnage. Donc, on a toute cette notion d'avoir un travail qui va être nécessaire tout au long de la chaîne et en particulier de traiter la demande. C'est comme pour tout, en fait, c'est la loi de l'offre et la demande. Et le trafic d'espèces sauvages, au-delà d'avoir un impact vraiment grave sur la conservation, sur la viabilité des populations sauvages et le bien-être de chaque animal, d'avoir un impact même sur nos sociétés. Il va induire des pertes de revenus par exemple, pour les pays qui ont les animaux. Par exemple, je sais pas, un exemple, le Zimbabwe avec les éléphants, que ce soit des pertes de revenus d'un point de vue fiscal, d'un point de vue du tourisme. On peut aussi avoir, bien sûr, des menaces sur la santé avec les zoonoses, mais on va en parler bien plus longuement. Aussi des menaces sur la paix et la sécurité, parce que, oui, du trafic de spécimens sauvages, par exemple, d'ivoire peut financer des groupes terroristes, financer des milices, financer des crimes contre l'humanité même, jusque-là. Et on a aussi des convergences avec d'autres crimes organisés, parce que de manière générale, les syndicats vont avoir tendance à se diversifier et donc à toucher un petit peu à tout. Et le trafic d'espèces sauvages n'échappe pas à cette règle. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que donc depuis avec l'avènement d'Internet, on a eu aussi un déplacement du marché physique aussi vers le marché en ligne. Aujourd'hui, on est dans une forme hybride où le trafic d'espèces sauvages est à la fois sur le marché physique et en ligne. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de la cybercriminalité des espèces sauvages, qui a des caractéristiques particulières parce que donc Internet, qui est un espace peu réglementé, accessible, relativement anonyme, qui va être ouvert tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, et qui va connecter aussi les vendeurs et les acheteurs à travers le monde. Donc, on n'a plus de notion de frontières. Et tous ces
caractéristiques vont représenter des obstacles sans précédent pour les forces de l'ordre et des réelles difficultés à pouvoir le traiter et à pouvoir le réguler. Et donc, AIFO a reconnu ces problèmes liés et en tout cas l'importance de traiter et de combattre la cybercriminalité liée aux espèces sauvages il y a maintenant 17 ans. Et donc, on travaille, on a développé notre expertise depuis 2004 sur ce sujet-là. Un sujet qui requiert vraiment une approche intersectorielle et de travailler tout au long de la chaîne pour avoir un impact le plus important. Parce que si on oublie un des points, en fait, tout notre travail servirait globalement, pour simplifier, à rien. Donc, on va essayer de faire avancer les politiques publiques, mais pour ça, il faut aussi qu'on soutienne l'application des lois une fois qu'elles soient mises en vigueur. On va aussi collaborer avec le secteur privé, qui sont des acteurs clés dans en tout cas la lutte contre la cybercriminalité et les espèces sauvages. On a aussi un rôle de sensibiliser les consommateurs afin de réduire la demande. Et bien sûr, tout ça ne serait rien sans avoir du contenu de suite à des recherches, des connaissances et aussi avec une surveillance. En tout cas, on essaye au maximum de tout instant pour pouvoir vraiment réagir en cas de besoin et de comprendre les dynamiques qui sont en jeu. Et je vous ai mis à côté de ça une carte de où nous nous engageons avec le secteur privé actuellement pour vous montrer vraiment l'approche qu'on a transnationale parce qu'on a besoin d'avoir une approche un peu partout dans le monde. Parce qu'Internet, par exemple, quand vous allez sur eBay, vous pouvez très bien commander quelque chose de eBay des États-Unis et le ramener en France et vous n'avez même pas cette notion. Vous savez, parfois, on ne se rend même pas compte qu'on est sur un site d'un autre pays, mais c'est juste que, par exemple, avec Amazon, on peut commander à l'international très, très facilement, même sans s'en rendre compte, à part dans les frais de port. Donc, il y a vraiment ce besoin de travailler partout et pas juste à un endroit, sinon on aurait juste un déplacement de la demande. Et donc, actuellement, on travaille principalement avec des entreprises partenaires aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe, donc en France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, et aussi en Chine. Et on va bientôt se développer aussi en Amérique latine et dans d'autres régions du monde, normalement. Et pour vous donner un bref aperçu de nos états de recherche, je vous ai mis quelques publications qu'on a pu faire donc, depuis 2004 sur le sujet de la cybercriminalité, qui ont permis pour certaines d'avoir des réels impacts. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et vous pourrez retrouver toutes les publications, donc l'ensemble des publications faites par AIFO sur le site d'AIFO. Je vous ai mis le lien après. Ensuite, je voulais rentrer dans le sujet par rappeler un petit peu le contexte européen dans lequel on se trouve, la France dans notre cas présent, et des choses auxquelles on ne pourrait pas forcément penser, parce qu'on a cette image aussi du trafic d'espèces sauvages avec entre guillemets, le cliché de l'ivoire qui part d'Afrique, qui va dans les marchés asiatiques et ce qui peut, pour certaines personnes en tout cas, nous permettre de se dédouaner. Mais en fait, non, l'Union européenne et donc la France jouent vraiment un rôle clé dans le trafic d'espèces sauvages. On est un marché, une destination finale, on est demandeurs, on est des consommateurs. Et Charlotte vous parlera aussi de ces sujets-là. On va être aussi une zone de transit où, par exemple, des biens vont partir d'Afrique centrale ou d'Amérique latine, ils vont repartir dans d'autres marchés un peu plus demandeurs, des destinations finales. Et on va aussi avoir un rôle d'exportateur. Donc, je crois que Charlotte va parler du cas de la Cibelle, qui est dans ce cas-là. Et je vous ai mis quelques données pour vous montrer l'importance des saisies de spécimens qu'on peut avoir en Europe. Donc, en 2019, il y a eu plus de 6000 saisies qui ont été faites au sein de l'UE. Et à savoir que 3/4 de ces saisies ont été faites par seulement 5 pays. Donc, à l'époque, le Royaume-Uni était encore considéré comme un membre de l'UE. Enfin, c'est juste pour vous montrer l'ampleur, en tout cas le rôle qu'a l'UE et donc la nécessité aussi de traiter ce problème au sein de l'UE. Et pour vous donner une idée assez rapide des espèces qui sont ciblées par les trafics et qu'on peut retrouver en tout cas en Europe, on a bien sûr les espèces emblématiques qui ont été assez médiatisées, que ce soit comme le rhinocéros, l'ivoire, tout ce qui est requin, le tigre, en tout cas tous les produits dérivés aussi des tigres et des grands félins, et les écailles de pangolin. Et en Europe, en tout cas, l'Europe est un grand consommateur de NAC, donc les nouveaux animaux de compagnie, en particulier donc d'oiseaux exotiques comme les perroquets par exemple et les reptiles. Et il faut savoir qu'actuellement, il y a en tout cas une nouvelle dynamique, en tout cas une dynamique qui existe,
et qui est le trafic en particulier de reptiles qui ne sont pas listés à la CITES et donc qui échappent à bon nombre de réglementations et qui sont un peu dans des flous juridiques en ce qui concerne le commerce international. Donc c'est quelque chose à noter que sur ce point, on a aussi du retard d'un point de vue législatif et qu'on n'est pas forcément adapté à tous les aspects de ce trafic et donc voilà, c'est juste un point que je voulais relever. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est que donc là, je vous ai parlé de saisies, donc c'est des saisies physiques, donc c'est des autorités, des forces de l'ordre qui ont fait des saisies, par exemple dans des aéroports, mais la question c'est est-ce qu'on retrouve les mêmes tendances en ligne? Et donc, je vous ai pris un exemple d'une étude qu'AIFO a réalisée en 2018. Donc, pendant 6 semaines, on a fait des veilles sur un certain nombre de sites à Internet. Et la réponse est oui, beaucoup d'annonces illégales se trouvent en ligne. Donc, par exemple, lors de ces 6 semaines, on a trouvé plus de 6000 spécimens illégaux en Allemagne et plus de 2000 en France, avec des spécificités propres à chaque pays, avec en Allemagne beaucoup d'animaux vivants et en France, pardon, beaucoup d'ivoire. Et donc, c'est simplement pour souligner le fait que le trafic d'espèces sauvages en ligne existe en Europe et qu'il faut aussi considérer donc la cybercriminalité, au même titre que la criminalité au sens large. Et une des raisons aussi du fait que ce trafic d'espèces sauvages en ligne existe, c'est aussi le contexte juridique européen. Chose importante, c'est que tous les États membres de l'UE ne considèrent pas la criminalité liée aux espèces sauvages comme un crime grave. La France en fait partie. Ce qui va impliquer avec donc des sanctions qui vont être des sanctions rarement. Et donc, le fait que ça ne soit pas un crime grave, les tribunaux vont rarement sanctionner le crime en fonction de la gravité de l'infraction. À contrario, les tribunaux africains, en tout cas certains, qui eux considèrent la criminalité des espèces sauvages comme un crime grave, vont avoir des enquêtes qui ont mené à beaucoup plus de sanctions et donc à une application de la loi bien plus stricte. Et l'impact des faibles sanctions pénales, c'est d'avoir un effet dissuasif limité sur les trafiquants et aussi de montrer au monde extérieur que la faune sauvage n'est pas une priorité et donc, pour les crimes organisés, que vous pouvez y aller de toute manière, on ne veut pas vraiment vous sanctionner, vous aurez juste une amende et on ne regarde pas forcément ça. Et on reste dans cette idée d'équilibre entre profit et risque et le fait de ne pas considérer la criminalité liée aux espèces sauvages comme un crime grave diminue vraiment les risques encourus par les trafiquants et donc renforce l'intérêt, en tout cas maintient l'intérêt que ces trafiquants ont sur le trafic d'espèces sauvages qui est bien sûr de faire de l'argent. C'est l'intérêt premier. Mais il faut savoir que je mets un petit peu d'optimisme dans tout ça. On a une prise de conscience, en tout cas récente, de la part des institutions européennes, avec par exemple la Commission européenne et la Banque centrale européenne qui ont financé un projet qui a débuté en 2009 et qui s'est fini en mai dernier, dont le but était de perturber les criminels qui trafiquent la faune sauvage via l'UE, par Internet, mais aussi en utilisant les services postaux et les colis rapides. C'est un projet qui était cofinancé par la Commission européenne en partenariat avec les douanes belges, AIFO, le WWF, Interpol et Trafic. Et dans le cadre de ce projet, on se concentrait sur la Belgique, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas et on avait surtout une approche intersectorielle qui incluait des collaborations avec le secteur privé. Pardon Lionel, comment s'appelle ce projet? Demande l'une des participantes. Il s'appelle, je ne l'ai pas en français, en anglais, ça s'appelle le EU Wildlife Cybercrime Project. Ah oui. Mais dans le chat après. Ok, vous compléterez bien. Donc voilà. Donc après avoir... après le contexte, je vais revenir à l'approche d'AIFO qui est donc de pouvoir travailler sur tous les points de la chaîne stratégique. En tout cas, donc un des premiers points importants, c'est pouvoir faire avancer les politiques publiques. Dans ce cadre d'action-là, AIFO a eu un travail, comme on travaille depuis longtemps sur ce sujet, on a pu faire quand même quelque chose. Et donc, dès 2007, on a pu inscrire la cybercriminalité des espèces sauvages à l'ordre du jour à la COP de la CITES.
en 2019, oui, on a réussi à faire adopter des amendements relatifs à la cybercriminalité des espèces sauvages. Et à l'UICN, c'est quelque chose qui peut vous intéresser peut-être, sera probablement adopté lors du Congrès mondial de la nature, donc en septembre à Marseille, une motion donc, qui avait été créée, en tout cas poussée avec le WWF Trafic, le gouvernement français et costaricain et 11 autres ONG co-sponsors, une motion qui est spécifiquement dédiée aux efforts à mettre en œuvre contre la cybercriminalité des espèces sauvages, donc qui a été déjà votée favorablement et qui sera normalement adoptée en septembre. Et au niveau UE, donc on essaye en tout cas d'inclure la notion de la cybercriminalité phonique dans les différentes législations qui vont sortir, y compris dans la nouvelle stratégie de l'UE pour lutter contre la criminalité organisée, avec la nouvelle législation sur les services numériques, donc en anglais, ce qui est plus connu sous le nom de Digital Services Act, au sein aussi du plan d'action contre le trafic d'espèces sauvages. Et on a eu un travail même un petit peu plus général sur la fermeture du commerce de l'ivoire, une législation qui devrait sortir début septembre, normalement, en tout cas à la fin de l'été, après plus de 4 consultations publiques et un travail de longue haleine, auquel Robin des Bois a aussi participé. Après, pousser donc, pour de nouvelles politiques, on essaye aussi de soutenir l'application des lois, comme je vous l'ai déjà expliqué, parce que sans soutien en tout cas des forces de l'ordre, les lois en elles-mêmes ne servent pas à grand-chose. Pour ça, on a déjà un travail de renforcer les capacités d'exécution. Donc, on a établi une coopération avec Interpol donc, dès 2013 qui a engendré le projet web qui était la première enquête à l'échelle de l'UE sur le commerce de l'ivoire en ligne, et ensuite différents rapports. Et en 2018, fait important à noter, en tout cas, il me semble, Interpol a sorti des recommandations pratiques pour tous ses membres sur la criminalité des espèces sauvages sur Internet. Et à côté de ça, à côté de notre coopération avec Interpol, on a un vrai problème de formation des forces de l'ordre et des douanes à travers le monde, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique latine et dans d'autres endroits encore. En plus donc, de renforcer les capacités d'exécution en les entraînant et en apportant notre expertise sur le sujet, on va essayer aussi de rapprocher le secteur privé et le secteur public, parce que souvent, cet intermédiaire manque en fait, parce que chacun va avoir son propre agenda, chacun va vouloir agir dans ses intérêts. On a vraiment besoin de tout le monde pour pouvoir traiter ce problème. Et donc, en juin 2018, IFO a organisé en collaboration d'Interpol, donc c'était un atelier qui regroupait des acteurs clés à travers le monde. Donc, je crois qu'il y avait, je vais vous dire le nom exact, il y avait 45 participants d'Asie, pareil, 45 d'Europe et d'Amérique du Nord. Et après, il y avait des entreprises, des forces de l'ordre, des décideurs politiques, etc. Donc, et cet atelier a conduit à un plan d'action mondial pour la cybercriminalité liée aux espèces sauvages avec des piliers et des lignes directrices à suivre, qui a été signé par donc IFO, Interpol et d'autres acteurs clés, y compris des universitaires. Et un autre atelier, donc toujours dans cette même optique, a été organisé donc en mai 2021, donc dans le cadre du projet financé par la Commission européenne, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Et encore une fois, le but était ici vraiment de pouvoir rassembler les différents acteurs clés, mais là des acteurs européens. C'est un atelier qui a été organisé en ligne et qui a eu lieu donc pas longtemps, avec plus de 140 représentants, que ce soit des services de force de l'ordre, des organes de gestion de la CITES, du secteur privé, des plateformes en ligne, par exemple Facebook était là, par exemple Le Bon Coin était là, etc. Des acteurs de la société civile, des universitaires, des agences européennes et internationales. Et le but vraiment, c'était de pouvoir créer un début de discussion entre ces différents acteurs qui n'ont pas l'habitude d'être à la même table pour discuter et vraiment pouvoir aller de l'avant et vraiment collaborer et trouver des pistes de solutions. En tout cas, et de pouvoir aller de l'avant. Donc après, rapprocher les secteurs privés et publics et de travailler avec le secteur public, on a aussi besoin de collaborer avec le secteur privé et grâce à cela, de pouvoir sensibiliser les consommateurs. Sur ce point, donc, IFO commençait à traiter le sujet de la cybercriminalité des espèces sauvages en 2004 et à partir de 2008, IFO était la première ONG à cibler les plateformes en ligne. Le but, c'est vraiment de travailler avec les plateformes en ligne pour les aider, en tout cas les accompagner à avoir des conditions de vente qui soient en adéquation avec le problème de la cybercriminalité des espèces sauvages, donc qui soient
respectueuses des animaux et du trafic, et aussi les accompagner dans un système de filtrage, dans leur message à leurs utilisateurs et dans toute leur approche avec ça. Et cette collaboration a amené par exemple eBay en 2009 à interdire le commerce de l'ivoire sur leur plateforme. Pareil avec d'autres plateformes. Et donc c'est un travail qu'on a depuis plus de 13 ans maintenant. Et aujourd'hui, iFood collabore directement avec plus d'une vingtaine de plateformes à travers le monde et en France, par exemple, avec Le Bon Coin, pour donner une idée. Toujours dans cette idée de travailler avec le secteur privé. Donc là, dans ce cadre des partenariats entre iFood et le secteur privé, on travaille avec une entreprise. iFood a créé en 2018, avec WWF et Trafic, la coalition pour mettre fin au trafic d'espèces sauvages en ligne. Là, l'idée, c'était de regrouper nos contacts, mais aussi d'avoir une approche sectorielle où toutes les plateformes peuvent collaborer ensemble et se pousser ensemble vers une politique harmonieuse, en tout cas uniforme. Et la coalition a été créée en 2018 et aujourd'hui, 40 partenaires qui sont d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Afrique. Officiellement, on en a 40. Je peux vous annoncer qu'on en a aujourd'hui, en tout cas 43. Et que les entreprises arrivent. Donc, vous pouvez voir des acteurs clés, en tout cas dans ce domaine, que ce soit eBay, Google, Facebook, Alibaba en Chine, TikTok qui vient d'arriver en France, Le Bon Coin, etc. Et donc, en Europe, pour l'instant, on a 4 membres avec lesquels iFood collabore. Time Survey, Le Bon Coin, Marché.fr et Quokka qui vient d'intégrer cette semaine. Donc, c'est une avant-première. La communiqué de presse va sortir très, très bientôt. Donc, pour parler un petit peu plus de l'approche de la coalition, c'est vraiment une approche donc, de collaboration. On va voir avec chacune de ces entreprises, au-delà même du échange entre ces entreprises. Donc, on s'entend mal, Lionel, on entend du bruit. Il y a un pas de moi. Superpose à votre voix, c'est dommage. Voilà, il y a des bruits parasites. Ça ne vient pas de moi. Je ne suis pas sûr que tout le monde a son micro coupé. Enfin, j'ai l'impression que je les entendais aussi. Bon, j'espère que ça va aller. Oui, ok, je crois que c'est bon. Allez-y. Pardon, excusez-moi. Oui, donc l'approche de la coalition, donc le point clé, c'est vraiment d'harmoniser les politiques des entreprises entre elles, parce que si une entreprise, donc prenons un exemple, si eBay a des politiques très strictes, les gens vont vendre soit sur Facebook, par exemple. Et donc, on a vraiment besoin d'avoir des politiques des entreprises harmonisées et les plus strictes possibles aussi. On va aussi former leurs employés, on va sensibiliser les utilisateurs. On a aussi un travail sur tout ce qui est l'apprentissage automatique, de l'IA qui est en train de se développer petit à petit avec les entreprises. Et on va aussi essayer de mobiliser des citoyens scientifiques avec, par exemple, le programme du cyberobservateur, dans lequel j'ai fait partie avant d'intégrer iFood. Je vais vous présenter très, très rapidement les résultats de la coalition. Ces chiffres datent de mars 2020. Le rapport de la 3e année sera communiqué en septembre de cette année. Mais donc, après seulement 2 ans, donc plus de 3 millions d'annonces ont été interdites et bloquées, donc ce qui concerne, en sachant qu'une annonce peut, par exemple, avoir 20 tortues. Donc, juste pour vous montrer la taille. Et je peux vous dire que les chiffres de cette 3e année sont bien plus importants. Et donc, environ 500 employés des entreprises membres de la coalition ont été formés durant juste ces 2 premières années. Donc, encore une fois, donc, le but, c'est vraiment d'uniformiser les conditions générales de vente, en sachant que plus de 3/4 des entreprises qui ont rejoint la coalition ont déjà effectué. Donc, en fait, chaque entreprise a un plan d'action. Et donc, la très, très grande majorité ont déjà amélioré leurs conditions de vente. Et certaines vont même jusqu'à interdire la vente d'animaux listés à la CITES, par exemple. Et ensuite, on propose à ces entreprises aussi un certain nombre de ressources, comme une formation en ligne. On va leur donner des mots-clés de recherche pour leur système de filtrage et aussi des matériels de formation. Et pour terminer, donc après travailler avec le secteur privé, le secteur public, les décideurs politiques, on a aussi besoin de nous, de notre côté, de faire un travail de recherche et de surveillance. C'est aussi le rôle des ONG. Et donc, je vous ai déjà mentionné rapidement montrer en tout cas les rapports que faisait iFood. Et c'est vraiment un travail c'est vraiment notre fil rouge. Et donc, des rapports vont aussi sortir très bientôt. J'espère que vous pourrez voir en septembre, à partir de septembre.
Dans le cadre de nos recherches, on a aussi un programme, ce qu'on appelle le programme du cyberobservatoire, qui a été d'impliquer donc des citoyens lambda, entre guillemets, dans des exercices de veille, donc des veilles de 6 semaines. Et donc un programme qui a été effectué en tout cas par IFO en France et en Allemagne. On a déjà eu 3 sessions entre 2019 et 2020, avec plus de 20 volontaires formés, 7 plateformes de vente en ligne surveillées. Et à l'issue de ces recherches, donc en seulement 6 semaines chacune, on a plus de 2700 annonces qui ont été repérées, avec environ 1800 annonces retirées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des données récupérées lors de ces veilles et en tout cas des efforts ensuite réalisés avec les plateformes, on a des dizaines de milliers d'annonces qui sont retirées. Donc ça, c'est juste une partie. Le réel travail arrive après. Et enfin, le dernier exercice, et ça c'est tout nouveau, qui n'a pas encore été publié, mais donc c'est aussi une avant-première. IFO réalise des veilles régulières pour pouvoir aussi travailler avec nos plateformes. Et en France, on a en particulier fait une veille régulière, donc sur ces 5 dernières années, sur le cadre du Gris du Gabon, pour évaluer l'impact qu'IFO a en collaborant avec les plateformes, l'impact des nouvelles législations et l'impact des efforts des plateformes. Et sur le cas du Gris du Gabon, donc sur ces 5 années, on a fait donc 34 sessions de surveillance, donc pour un total de 136 heures, avec plus de 174 perroquets gris sur une plateforme dans laquelle je ne dirai pas le nom, mais une plateforme connue en France, donc vous pouvez trouver aussi le nom de cette plateforme. Mais l'idée principale, c'est que donc en janvier 2017, le Gris du Gabon, qui était un des perroquets les plus trafiqués dans le monde, en particulier sur les marchés français, a été ajouté à l'annexe 1 de la CITES, qui a fait que, donc avec la plateforme avec laquelle on travaille là, cette espèce était interdite du site. Et vous pouvez voir normalement sur, je vais mettre mon petit laser. Donc en janvier 2017, on a l'interdiction et à partir de là, le Gris du Gabon a été interdit. Et sur toute cette période, donc de janvier 2017 à aujourd'hui, on a trouvé plus que 5 spécimens alors qu'on avait l'habitude d'en trouver 30 par mois. Et donc c'est juste un exemple pour montrer que une législation était nécessaire et derrière aussi les efforts qu'on a pu faire avec l'entreprise qui a aussi mis les moyens en œuvre pour pouvoir interdire le Gris du Gabon sur le site et que ça a un impact positif. Parce que dans ce cas-là, je ne dis pas que tout est parfait, mais dans ce cas-là, on ne trouve quasiment plus de Gris du Gabon sur le bon coin. C'est quand même quelque chose de positif. Et pour terminer rapidement cette présentation, j'ai dû mentionner plusieurs fois dans cette présentation les mots ivoire et éléphant, parce que c'est vraiment quelque chose qui est en toile de fond de toutes nos actions. Et je voulais mentionner rapidement ça parce que c'est aussi en lien avec le braconnage et avec notre sujet d'aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que IFO, au-delà même du travail autour de la cybercriminalité et le lien avec l'ivoire, on protège aussi les éléphants sur le terrain, donc avec des programmes de conservation des habitats, lutte contre le braconnage, des programmes aussi de coexistence comme l'éléphant, ainsi qu'aussi des programmes de sauvetage et de réhabilitation. Vous avez peut-être entendu parler de l'histoire de Nania, au Burkina Faso. Donc de cette protection des éléphants sur le terrain, on a aussi un travail qui va être à l'échelle mondiale. Encore une fois, le but, c'est vraiment d'avoir une approche transnationale tout au long de la chaîne de la lutte contre le braconnage, du travail avec les forces de l'ordre jusqu'au marché de la demande. Et par exemple, suite au travail des bureaux des États-Unis, de la Chine et du travail d'autres ONG, on a pu, donc le président Obama et le président Xi Jinping ont pu se rencontrer en 2015, et ce qui a abouti à l'interdiction des marchés du commerce d'ivoire domestique en Chine et aux États-Unis. On a aussi des campagnes de réaction de demande en Chine qui sont actuellement en cours. Vous pouvez voir à droite un visuel. Et en Europe, on a fait beaucoup d'actions de plaidoyer, surtout sur ces dernières années, pour la fermeture du marché de l'ivoire en Europe et au Royaume-Uni. Et en France, très brièvement, on a aussi une opération qui s'appelle Je donne mon ivoire, qui a été lancée il y a quelques années. Et l'idée vraiment, c'est de récupérer l'ivoire que les gens peuvent avoir chez eux, souvent de leurs grands-parents qui ont vécu en Afrique. Et le but, vraiment, c'est de le mettre en dehors du marché, donc de le détruire, pour pas qu'il puisse se retrouver sur les marchés en ligne, sur le marché physique, sur le darknet, etc. Et donc, pour ça, on a déjà effectué plusieurs destructions d'ivoire, donc en collaboration avec les forces de l'ordre et les douanes,
à part en 2014. Je crois que monsieur Nicolas Hulot était là à cette occasion. Plus de 3 tonnes d'ivoire ont été détruites. Et actuellement, on a dans nos stocks plus de 800 kilos d'ivoire. Donc, c'est de l'ivoire que les particuliers, les citoyens nous envoient, souvent de l'ivoire plutôt sèche. Et le but, c'est qu'une fois la tonne atteinte, on va pouvoir aussi organiser une nouvelle destruction et toujours avec l'idée de vraiment avoir le moins possible d'ivoire disponible pour les trafiquants, et en tout cas sur les marchés. Et petite anecdote, une toute petite partie de cet ivoire est utilisée à des fins de formation pour nos chiens de détection au Bénin qui luttent contre le trafic d'ivoire. Et en France, on a aussi pas mal travaillé avec le quota de Repointe-des-Bois concernant les législations et les différents arrêtés qui sont sortis sur le commun d'ivoire. Et voilà, de mon côté. Désolé, c'était un petit peu dense. J'espère que vous avez pu suivre et je serai content de répondre à vos questions après la présentation de Charlotte. Merci beaucoup, Lionel. C'est vraiment impressionnant, spectaculaire et vraiment alarmant parce qu'en même temps, on voit des efforts énormes qui sont faits par votre association, votre organisme et puis d'autres. Et en face, il y a visiblement une demande très forte dont on ne mesure pas forcément l'ampleur au niveau européen. Moi, j'ai tout de suite envie de vous demander, alors il y a plusieurs questions, hein, mais j'ai tout de suite envie de vous demander, mais qu'est-ce que l'Union européenne fait concrètement pour dissuader la demande? Est-ce qu'il y a des campagnes d'affichage qui sont faites pour dire n'achetez pas des nouveaux animaux de compagnie, n'achetez pas des reptiles, n'achetez pas des serpents? Est-ce qu'on en voit? Est-ce que l'Union européenne, au-delà d'une réglementation, va faire des choses directement en frontal avec les consommateurs potentiels? Sur ce point, donc d'abord, l'Union européenne a du travail législatif à faire, parce que par exemple, l'ivoire n'est pas encore interdit, pas complètement. Et donc, le premier travail, c'est vraiment de faire le travail pour que la loi existe, pour que derrière, on puisse sensibiliser les utilisateurs. Et non, il n'y a pas assez de campagne sur les reptiles, par exemple, mais je peux vous dire qu'on a des projets, IFO et d'autres partenaires, qui viennent de se lancer sur la réduction de la demande. C'est un domaine qui reste relativement nouveau dans le domaine de la conservation, avec plein de recherches qui ont été faites sur ce sujet. Et c'est un domaine assez sensible où on a besoin d'avoir une approche très rigoureuse et qui demande du temps, qui demande d'avoir des recherches en amont. Parce que si la campagne de réduction de demande est mal réalisée, en fait, ça va juste être de la perte d'argent, elle ne sera pas impactante. Et donc souvent, par exemple, imaginons qu'on veuille faire une campagne contre la vente des reptiles, par exemple en Europe, on aurait besoin au moins de plusieurs années, si ce n'est pas 5 années, pour vraiment tout mettre en place, les recherches en amont. Donc c'est un travail qui est en train d'être fait dans l'ombre, si je puis dire, mais ça devrait arriver incessamment dans les années à venir et j'espère vraiment que... Donc c'est une des clés, en tout cas. Et pour revenir sur les institutions européennes, il y a des travaux qui sont faits avec Europol aussi, au niveau des forces de l'ordre, pour vraiment lutter contre le trafic et contre l'approvisionnement, parce que les animaux, il faut bien qu'ils arrivent. Et par exemple, si je dis pas de bêtises, Europol avec Interpol ont réalisé l'opération Thunder l'an dernier avec beaucoup de saisies qui ont été faites en Europe à travers le monde. L'opération, pardon, le nom, Thunder, si je dis pas de bêtises. Thunder, c'est... Oui, éclair. Qui a été. Et donc, voilà. Donc, il y a un travail qui doit être fait d'un point de vue réduire la demande, donc au niveau du public. Un travail aussi de rendre difficile l'approvisionnement. Et un travail aussi, donc c'est par rapport à la collaboration qu'on a avec les plateformes en ligne, qui est vraiment de diminuer l'offre. Parce que le problème, c'est que si les personnes pensent que c'est facile, en tout cas se rendent compte que c'est facile d'avoir un reptile, ils vont se dire que c'est légal, ils vont même pas se poser la question. Et si jamais leurs voisins ont des reptiles, ils vont se dire bah, pourquoi pas nous, c'est sympa, un petit lézard, c'est joli. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a vraiment besoin d'avoir un travail de partout, dans tous les domaines. Il y a beaucoup de questions, Lionel, et je ne veux pas faire prendre trop retarder l'intervention aussi de Charlotte, donc probablement on va regrouper à la fin. Laurie Lebeau va demander s'il était possible de recevoir les liens des différents rapports que vous citez. Donc, s'il y a une limite à la coopération que vous rencontrez avec les plateformes de vente en ligne,
Est-ce qu'ils sont particulièrement à l'écoute? Vous voyez, ce genre de choses, mais je pense que vous pourrez peut-être y répondre avec Charlotte tout à Oui, on l'heure. pourra, parce que je veux Oui. pas que Charlotte commence trop tard sa Voilà, présentation. je Mais pense que vous allez pouvoir y répondre ensemble. Charlotte, vous êtes là? Charlotte? Oui, bonjour, je suis là. Rebonjour, je suis bien là. Bonjour. Je reprends. Merci d'être avec nous, Charlotte. Merci beaucoup. C'est à vous. On va vous entendre pour l'association Robin des Bois et pour toutes les belles actions que vous menez. Je vous remercie pour l'invitation puis pour cette introduction. Alors, ça va être complémentaire effectivement de ce que Lionel a dit et ce que vous avez dit aussi en introduction. Complémentaire, des fois, il va y avoir peut-être des redites, mais ça répondra peut-être à certaines questions qui étaient restées en suspens. Donc, en quelques mots, déjà, pour vous situer, Robin des Bois. Donc, Robin des Bois, c'est une association de protection de l'homme et de l'environnement qui a été créée en 1985 et qui est généraliste et qui est observatrice à la CITES. Donc, c'est la Convention internationale sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. C'est une convention qui regroupe 180 États, qui est très importante pour la protection des espèces animales et végétales menacées d'extinction. Et depuis 2013, on édite un bulletin qui s'appelle À la trace en français et On the Trail en anglais, qui est un bulletin d'information et d'analyse sur le braconnage et la contrebande à travers le monde. Donc c'est fait brièvement avec à peu près 800 sources d'information, institutions, bien entendu, ONG, médias locaux, institutions intergouvernementales, délégués CITES, enfin voilà, tous ceux qui s'occupent et s'intéressent de près à ce fléau sur le terrain ou dans les zones de transit des espèces animales ou de leurs produits. Et donc en 2019, on a ressenti le besoin de faire un ouvrage un peu de synthèse. Donc on a publié aux éditions Artaud l'Atlas du business des espèces menacées qui à travers 32 espèces, a montré les circuits de contrebande, les prix, parce que c'est quand même un élément capital, puisque c'est des matières, ces animaux qui sont tués et transformés en objets ou en matière valent très cher. C'est ce qui est le moteur principal des trafiquants, bien entendu. Donc montrer les routes de la contrebande, les astuces utilisées par à la fois les braconniers et les contrebandiers, et puis les tendances du marché, parce que c'est un marché qui est extrêmement évolutif. Il y a des modes opératoires aussi qui s'adaptent au contrôle, bien entendu. Bon. Et donc, ce travail est utile, on le sait, parce qu'on a fait une sorte d'enquête auprès de nos lecteurs. C'est surtout utile pour les organismes justement qui luttent contre le trafic, en particulier les douaniers, et qui eux-mêmes, à travers le monde, n'ont pas le temps finalement, toujours les moyens humains de regarder ce qui se passe à l'étranger, de voir les nouveaux modes opératoires, de sentir les tendances, les prix à l'étranger, les nouveaux circuits. Et donc, c'est un outil qui leur est très utile. Et c'est aussi utile aux délégations CITES, puisque elle permet aussi à certaines délégations d'étayer des propositions. Bon, bien entendu, des fois, c'est des propositions qui arrivent parce qu'on leur a suggéré, parce qu'on voit les évolutions, on voit tout d'un coup la tortue étoilée de l'Inde, par exemple, dont le trafic explose. Donc, on sera en disant, là, il faudrait essayer de prévoir une protection plus renforcée au niveau international. Et grâce à la trace, notamment, ils vont avoir des données chiffrées sur des bilans de saisie à travers le monde et des prix pour cette espèce.
Ce qui est important, alors Lionel l'a évoqué, mais ce qui est important aussi de noter, de renoter, c'est qu'effectivement, dans le cadre de l'adulte contre le trafic d'espèces menacées, il y a une bonne coopération entre les ONG et notamment au sein du réseau SSN, c'est Species Survival Network, qui est une coalition à peu près de, je crois, une centaine d'ONG à travers le monde, et on s'échange des informations tous les jours par mail, voilà, à tel endroit, saisi de tel animal, tel contrebandier arrêté, telle peine de prison prononcée, et d'être plus efficace. Donc la faune sauvage, là j'ai commencé par un panorama, on va dire, rapide. C'est peut-être des choses que vous savez, mais voilà, rapidement quand même pour vous dire, elle est quand même sacrifiée pour des tas de raisons. Alors il n'y en a aucune qui est bonne, bien entendu, mais il faut les avoir en tête. Alors il y a la décoration, ça va être typiquement le cas des statuettes en ivoire, le marché des animaux de compagnie, avec effectivement des modes et un gros problème de manque de protection de certaines espèces, reptiles en particulier, mais aussi poissons ornementaux, qui passent quasiment à travers toutes les mailles de détection. L'agaï, alors ça c'est les soupes, le rond de requin. Entendez bien, vous... Par contre, Charlotte, on vous entend mal. on entend là. On vous entend un mot sur deux ou sur trois. Oui, tout à coup, ça c'est... D'accord. Bah, Là, c'est écoutez, je ne mieux. peux pas y faire grand-chose. Donc, Là, c'est bien. c'est mieux. Bon, Oui, j'ai un peu l'ordinateur. oui. Ok. Donc la gastronomie, ça va être les ailerons de requin, la mode de luxe, ça va être les sacs en universel besoin d'exotisme, des pratiques magiques. Alors magique, c'est pas seulement dire c'est des pratiques pour porter chance. C'est peut être aussi dans le cadre de pratiques chamaniques, y compris en France. Hein, c'est pas réservé aux autres continents ou aux autres pays. La médecine dite traditionnelle, qui a un énorme marché. Et l'état de nécessité, là on le verra en fin de la présentation, je vais parler des impacts du Covid sur le braconnage et le braconnage de proximité qui a augmenté à des fins alimentaires. Alors quelles espèces? En fait, c'est à peu près toutes les espèces, c'est-à-dire que pas toutes, bien entendu, il y a certains règnes, notamment enfin, certaines espèces qui échappent encore pour l'instant à ces trafics, mais ça va vraiment du plus petit, l'hippocampe, jusqu'au plus gros, l'éléphant, en passant par des papillons, des mygales, bien entendu, des reptiles. Ou, alors là, pareil, aucun continent n'est épargné, sauf l'Antarctique pour l'instant. Quelle méthode de braconnage? Là, il y a une grande diversité et c'est ça qui est effrayant. C'est-à-dire qu'on voit à la fois la cohabitation de méthodes traditionnelles, flèches empoisonnées par exemple, ou lances, et puis des armes lourdes, automatiques, des kalachnikovs, des fusils équipés de silencieux et lunettes télescopiques, des fusils avec des seringues hypodermiques qui d'habitude sont utilisés pour anesthésier les animaux en cas d'intervention vétérinaire et qui là sont utilisés pour tuer les animaux. Ça va être aussi des pesticides organochlorés qui sont interdits d'utilisation en Europe mais qui sont disséminés dans des mares. Par exemple au Zimbabwe, il y a une grosse filière cyanure avec les éléphants qui après s'abreuvent et en meurent. Donc là c'est vraiment et beaucoup de pièges. Beaucoup de pièges qui ciblent tous les animaux et qui prennent notamment des espèces menacées. Méthode de transport, alors là, le gros du trafic, ça va être fret maritime. Le porte-conteneur est un facilitateur de contrebande, mais c'est le fret aérien, bien entendu. Ça va être aussi de la contrebande dite perlée, c'est-à-dire par exemple des caravanes de 10 citoyens vietnamiens qui font un voyage d'Afrique vers la Chine ou vers le Vietnam avec chacun quelques kilos d'ivoire.
et beaucoup aussi de transport par messagerie, les messageries notamment pour les nouveaux animaux de compagnie, avec bien entendu une mortalité pendant le transport quand les animaux sont vivants au départ qui est considérable, puisque asphyxie, manque de nourriture, manque d'eau, étouffement, tout ça c'est mis dans des chaussettes, dans des slips, c'est scotché, c'est voilà. Bon. Dans des Par bouteilles qui? d'eau, Alors dans partout. des bouteilles d'eau en plastique, d'après ce que j'ai vu. Absolument, Des oiseaux ouais. enfermés dans des bouteilles d'eau en plastique, oui. Tout à fait, ouais, ouais. C'est un classique pour les oiseaux, absolument. Par qui? Alors, il y a à la fois les gros gangs internationaux qui effectivement sont multiproduits, hein, qui peuvent faire du trafic à la fois de façon, de médicaments, de matériel informatique, de contrefaçon et ou de déchets et aussi d'espèces menacées, ou du trafic de drogue et d'espèces menacées, avec effectivement ce facteur qui est que si vous faites prendre pour du trafic de drogue, c'est sérieux et c'est prisons fermes, assurées et amendes considérables, tandis que encore maintenant, dans beaucoup de pays du monde, le trafic d'espèces menacées, vous pouvez vous en sortir à peu de frais. Donc, par qui à la fois les gros gangs, qui bien entendu se rapprochent de gens qui habitent sur le terrain pour le braconnage, et puis aussi il va y avoir du braconnage d'opportunité. C'est quelqu'un qui voit passer un pangolin et qui sait que le pangolin ça vaut cher et qui le capture. Et il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de classe sociale, c'est-à-dire que on le voit dans les braconniers et les trafiquants, il y a des gens qui ont une situation confortable, établie. Des fois, c'est des instituteurs, c'est des élus locaux, ou bien c'est des casques bleus. Ça s'est vu dans le cas des perroquets gris qui étaient mentionnés. Parfois aussi, c'est des policiers ou des rangers. Hein. Il y en a qui sont policiers et rangers le jour et braconniers, contrebandiers la nuit. Ça, c'est un gros problème dans les pays où les salaires ne sont pas suffisants et la lutte anticorruption est inefficace. Euh, voilà. Ce que je voulais vous dire, oui, c'est au sujet d'Internet. Donc ce qui est acheté sur Internet est généralement transporté par messagerie. Un des avantages d'Internet aussi, c'est un peu anecdotique, mais ça fait du bien, c'est qu'il y a quand même pas mal de faux. C'est-à-dire que les gens se font rouler dans la farine parce que c'est pas du tout de l'ivoire ou de la corne de rhinocéros. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors les impacts économiques, alors ils sont importants parce que finalement c'est du pillage, de la privatisation du patrimoine commun. Les gens s'approprient des animaux qui appartiennent à la nation et à l'humanité, avec des enjeux fiscaux, effectivement Lionel l'a dit, des impacts environnementaux puisque toutes ces espèces elles ont aussi un rôle dans l'écosystème. Quand on prend le cas des éléphants, c'est considérable le rôle de l'éléphant dans l'écosystème en tant que créateur de prairies, de clairières, de chemins, disperseur de graines. Enfin, vraiment, l'éléphant est l'architecte de la savane, pour reprendre une expression qui a déjà été souvent utilisée. Des enjeux sécuritaires. Alors effectivement, en fait, ça a été quand même le levier qui a fait que les nations et les Nations Unies, regroupées au sein des Nations Unies, tout d'un coup se sont bougées. C'est quand elles ont compris que le trafic d'espèces menacées servait à alimenter des groupes rebelles, des milices armées, des groupes terroristes, et que le braconnage des espèces mâles est un facteur d'insécurité dans le monde. Alors après, il y a eu des résolutions au niveau de l'ONU. Alors ça a commencé en particulier par la région des Grands Lacs, mais on le voit. Et on voit, alors dans les années 80, il y avait ce qu'on appelait l'ivoire kaki, c'est-à-dire en Angola de l'ivoire qui servait à acheter des armes. Mais finalement, ça n'a jamais cessé. Et c'est un des facteurs aussi de la disparition, par exemple, le territoire de l'Afrique
regroupent en grande partie des zones d'instabilité avec des différents groupes armés qui sévissent, Soudan, RDC bien entendu, Somalie, pour ne parler que de quelques-uns. En termes économiques, les activités de braconnage sont soutenues par... les impacts sociaux sont aussi considérables, notamment puisque dans certaines familles, déjà c'est un facteur d'instabilité, comme je l'ai dit, donc d'instabilité aussi pour les populations locales qui voient arriver des fois des bandes armées faire venir du pillage autour de chez elles. Et puis aussi parce que dans une ville, vous pouvez en avoir qui sont contrebandiers et d'autres qui sont rangers. Donc, c'est un grand facteur de dislocation aussi sociale. En termes économiques, donc, les matières à haute valeur ajoutée, généralement, sont exportées, ça c'est en particulier qui concerne le braconnage africain, et les produits comme les organes, On a un problème les pour vous œufs. entendre, Charlotte. Charlotte, on a à nouveau un problème pour vous entendre. Alors, je regarde quelque chose. Oui. On va essayer comme ça, c'est mieux là? Là, c'est impeccable. Bon, très bien. Très bien. Excusez-moi, vous avez bien fait de me le dire. Matières ratées qui sont exportées, les sous-produits qui restent sur place, qui alimentent le marché de la viande de brousse, de la magie ou de la médecine traditionnelle. Et puis pour certains sous-produits des animaux, c'est à la fois des marchés locaux et internationaux. C'est le cas des os lions. Alors il y a un capitalisme d'extinction aussi, c'est-à-dire que moins il y a d'une espèce, plus une espèce est menacée d'extinction et au bord de l'extinction, plus ça vaut cher. Donc du coup, il y a une tendance des braconniers à vouloir aller persécuter les derniers représentants de cette espèce le plus loin possible, puisqu'il y a une grosse plus-value à faire. C'est un peu comme les ressources minières, quoi. Et d'une manière générale, de toute façon, les trafiquants considèrent que les animaux, c'est des meubles et des marchandises. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et les trafiquants sont experts en marketing. Alors ça, on voit, une fois qu'il y a une nouvelle plaie ou un nouvel enjeu, on va dire, ils rebondissent dessus. Alors je vous en parlerai pour le Covid, mais on l'avait vu au moment de la Coupe du Monde de football où ils disaient que de fumer de la tête de la cervelle de vautour, ça permettait de voir le résultat des matchs à venir. C'est la moelle épinière de girafe qui a été soi-disant la rumeur, elle pouvait permettre de guérir du sida. Enfin voilà, ils sont extrêmement, surtout maintenant avec Internet, les gens sont extrêmement actifs et, 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 et trouvent toujours un moyen de vendre leurs marchandises. Le cas des civelles. Alors ça, c'est une carte qui a été extraite de l'Atlas du business des espèces menacées. Effectivement, gros trafic depuis l'Europe, en particulier la France, mais aussi l'Espagne. C'est les deux pays européens qui sont, on peut le dire, les plus concernés. Donc, pêche de civelles. Alors, les civelles, c'est des alevins de l'anguille, c'est tout petit, ça mesure quelques grammes ou même pas pour certaines. En fait, il y a beaucoup de civelles qui sont exportées vers l'Asie, surtout la Chine, et elles alimentent ces civelles des élevages. Les civelles vont grandir et devenir des anguilles. Et la chair d'anguille, les filets d'anguille vont notamment être utilisés dans des plats traditionnels ou aussi beaucoup préparés en vue de confectionner des sushis. Donc, c'est inscrit en annexe 2 de la CITES avec normalement une interdiction d'exporter les civelles hors d'Europe. Mais ça ne se passe pas comme ça. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a des autorisations légales de pêche à la civelle.
par exemple en France, que notamment, normalement, une partie de cette pêche légale doit servir à des opérations de repeuplement, qu'il y a sur le papier une traçabilité parfaite, mais que dans les faits, alors vous avez des braconniers purs et durs qui n'ont rien à voir avec les filières normales, qui vont pêcher l'estuaire de Vendée, de Gironde, de Loire-Atlantique, les civelles. Mais vous avez aussi des pêcheurs professionnels qui sont autorisés à pêcher dizaines de kilos de civelles, qui vont en faire passer une partie légale vers les circuits officiels, et puis qui vont en pêcher plus, voire beaucoup plus, et cette partie-là va être orientée vers les circuits illégaux avec des convoyages. Alors, c'est un peu comme des go-fast de drogue, dans des voitures, dans des valises, par convoi à peu près de 100 kilos, vers des zones de regroupement qui sont notamment en Espagne, mais aussi en Pologne, où là, c'est mis dans des viviers clandestins. Alors, il y a aussi des viviers de marieurs officiels qui ont une partie vivier clandestin. Ça complique considérablement le travail des enquêteurs. Et après, c'est exporté en Asie dans des valises. Alors attendez, je vous dis tout ça, mais en fait, il y a hop là, voilà, il y a des photos juste après. Donc ici, c'est une saisie qui a été faite il n'y a pas longtemps, donc en collaboration OFB et douane. Sur la droite, c'est des viviers qui ont été trouvés, qui ont été démantelés en Espagne. Et vous voyez, en fait, là, les contrebandiers avaient prévu d'envoyer la marchandise, donc les petites civelles vivantes, dans des poches d'eau, éventuellement avec un peu de glace pour ralentir leur métabolisme, à raison d'un voyageur avec trois valises, et d'exporter ça vers l'Asie. Alors ça, pendant la crise Covid, on a remarqué, enfin c'est Europol qui l'a remarqué, les voies ont changé, excusez-moi. Et en fait, maintenant, du fait de l'interruption aérien passager, Prenez le temps de boire la un peu, Charlotte. contrebande... Prenez le temps de faire une petite pause si vous avez besoin. La contrebande s'est faite. Il y aura pas de. La contrebande s'est faite par fret aérien, donc de plus grosses quantités d'un coup, quoi. C'est changement de voie d'évacuation forcément, parce que les traditionnels étaient indisponibles. Je vous remets la carte parce que c'est là qu'il y a des prix qui expliquent beaucoup de choses, hein. Donc les civelles vivantes en Europe, 100 à 800 € le kilo. Point de regroupement en Espagne, bon déjà ça monte parce que forcément il y a des convoyeurs qu'il a fallu payer avec prise de risque, etc. Et puis en Asie, ça peut atteindre 7 000 € le kilo. Et en fait, cette prédation sur la civelle européenne par les marchés asiatiques, c'est parce que la civelle japonaise qui était dans cette zone est maintenant menacée d'extinction. C'est-à-dire qu'il y a eu un effet report vers les civelles européennes à partir des années 80 à peu près. Donc Europol estime que c'est un trafic illicite qui est à peu près de 100 tonnes par an, avec un bénéfice pour les filières de 3 milliards d'euros par an. Donc c'est considérable. Et après, ces civelles qui sont devenues anguilles et qui sont en filet sont susceptibles de revenir en Europe, hop là, pour alimenter la filière sushi, restaurant de sushi. Et il y a notamment les Allemands qui avaient fait des analyses dans des conteneurs dans le port de Hambourg avec des filets d'anguilles qui arrivaient. Et en fait, il y avait une bonne partie, la grande majorité des filets, grâce à des analyses génétiques, ils ont pu prouver que c'était des anguilles européennes qui donc n'avaient rien à faire dans des lots importés de Chine.
Alors, lutter contre le trafic, dans ce cas-là, ça veut dire des planques sur le bord des rivières et des fleuves pour choper les braconniers. Ça veut dire des suivis de voitures, des écoutes téléphoniques, des, des enquêtes fiscales aussi. Généralement, les gros contrebandiers en France, en tout cas, c'est comme ça qu'ils se font prendre, c'est parce que ils ont été trop gourmands avec la Harley, la Mercedes, etc. C'est ça qui met les enquêteurs sur la piste, mais pas seulement. Après, c'est des suivis de convois. C'est une grande coopération européenne, et ça, il y en a une bonne au sujet des civils grâce à Europol. Et il y a des opérations coordonnées, notamment des opérations Lake. Alors, c'est un peu comme Thunder, si vous voulez, qui a été mentionné. Thunder, c'est multi-produits. Ils vont, dans le cadre des opérations groupées des douanes, saisir à la fois un peu de civelle, de l'ivoire, de la corne de rhino, des peaux de reptiles, etc. Les opérations Lake, c'est la même chose, mais ciblées vraiment civelles. Et dès qu'ils cherchent, ils trouvent. Hein. Que ce soit sur les lieux de braconnage sur le terrain en botte ou sur les lieux d'expédition de la contrebande dans les ports et les aéroports. Voilà, mais on voit que depuis quelques années, il y a un redoublement d'efforts, notamment de l'Office français de la biodiversité, avec les directions interrégionales de la mer et les directions départementales des territoires et de la mer, qui sont pas assez nombreuses. Enfin, ils sont pas assez nombreux, mais en tout cas, ils font un travail important et qui est très positif. Les félins vivants, alors je vous en parle parce que c'est une mode grandissante, notamment en France où on voit un basculement. C'était beaucoup la mode des singes magots, par exemple, et puis les singes magots qui, quand ils grandissent, foutent le bordel pour parler vulgairement, sont délaissés au profit des félins. Alors c'est pas mieux, et on en voit de plus en plus dans tous les pays européens, mais surtout en France et en Belgique ces derniers temps. Là, par exemple, les photos que vous avez en haut, l'auto qui est passé en procès hier à Thionville et qui, sur son compte Instagram, donc bon, on voit bien que malgré certains accords, on va dire, certaines déclarations de bonne volonté dans l'application, tout ça met du temps à se mettre en marche, effectivement. Donc, le roi de la jungle, lui, il pose des photos où il se met en scène avec, alors là, c'est une lionne, panthère des neiges, c'est un animal rarissime, caracal, et puis vous avez en bas à gauche un petit serval qui a été saisi récemment en Belgique. Alors, c'est une mode qui a notamment été propulsée par les joueurs de rap, enfin des chanteurs ou des musiciens de musique rap, des influenceurs, entre guillemets, j'aime pas trop le terme, des joueurs de foot. Alors là, vous avez, comment s'appelle-t-il? Je me souviens jamais de son nom, Memphis Depay, je sais pas comment on prononce. Joueur de foot, ça c'est récent, qui a suscité un tollé général en se faisant photographier à Dubaï, parce que les Émirats arabes unis sont un gros hub du trafic d'animaux vivants et de zoos, d'espèces menacées, privatifs et illégaux souvent. Et donc c'est une mode où finalement, alors l'origine des animaux, c'est très nébuleux, mais enfin en tout cas, si c'est pas eux, leurs parents ont été capturés dans la nature. Des prix qui peuvent atteindre jusqu'à 6 000 € par exemple pour un tigre. Ça, c'est le prix qui a été payé par un couple de Havrais récemment qui avait acheté un tigre, donc qui a été saisi, puis maintenant ils sont inculpés. Et puis, c'est des animaux qui des fois s'échappent, donc ça pose des problèmes de sécurité publique. C'est comme ça souvent qu'on est au courant. Il y avait eu, c'était des caracals qui s'étaient échappés en Corse et en Seine-Maritime l'année dernière.
Parce que c'est des animaux qui, de toute façon, ont dans la nature des territoires. Le petit Serval en bas à gauche a un territoire de 20 km². Donc, si vous le mettez dans une cage, bon, effectivement, à part si vous le droguez avec des sédatifs, ce qui est le cas dans les élevages de guépards ou dans les zoos de guépards, avec des guépards. Sinon, de toute façon, son objectif, ça va être de partir de là. Avec, en plus de ça, tout un enjeu, bien entendu, il y a l'enjeu trafic, pillage de la nature, et puis bien-être animal, avec les besoins les plus élémentaires de diversité alimentaire, de reproduction, d'interaction avec les congénères, etc., qui sont totalement occultés. Là, c'est les plus connus, mais suivant les pays aussi, des fois, il va y avoir des jaguars ou des jaguarundi en Guyane française. Dites-moi, il me reste combien de temps pour que je me cale un peu, parce que là, Alors, 10h13, vous avez encore 5-6 minutes à peu près, ça vous va, Charlotte? Oui, Vous ça avez va encore aller. besoin de combien de temps? Dites-moi, je vous Non, renvoie la non, question. Vous avez 10 besoin de... minutes, ça va. Moins 10 minutes, ça passe rapidement. Mais ça va, ça. D'accord, on laissera un peu de temps pour les questions. De toute façon, nos participants sont avec nous depuis le début. Je les sens captivés par tout ce que l'on entend. Et donc, je vous en prie, poursuivez. D'accord, merci. Hop là. Alors les éléphants, l'ivoire, ce que je voudrais insister, parce que le trafic d'ivoire, lui, il est très, il est connu, il n'est pas réglé. Alors, il y a beaucoup de gens dans le grand public, quand on leur dit il y a encore du trafic d'ivoire, les éléphants sont pas protégés. Sont étonnés. Ah bon, le braconnage des éléphants, ça continue, mais ça continue. Ça continue avec en plus de ça certaines dernières populations, notamment les éléphants du Sahel, qui vivent en partie au Mali, qui sont plus que 300 à peu près, qui sont aussi des victimes indirectes de la guerre, avec des stocks qui se constituent, avec des filières de contrebande extrêmement réactives quand le port de Mombasa resserre ses contrôles, ça passe par d'autres pays, des méthodes pour cacher l'ivoire qui sont très perfectionnées dans des fausses grumes, ils évident des grumes de bois, ils mettent l'ivoire dedans, puis ils recouvrent de résine, et puis un travail vraiment de marqueterie, quoi, finalement, presque. Voilà, et il y a l'ivoire, mais il y a de plus en plus aussi de trafic de peau. Il y a des nouvelles rumeurs qui disent que les molaires d'éléphant broyés, ça peut permettre de lutter contre la calvitie, que un morceau de peau d'éléphant peut, avec de l'huile de coco, vous faire une peau belle comme une princesse, ou ce genre de conneries. Donc il y a l'ivoire, mais il y a aussi de plus en plus les autres parties de l'éléphant qui sont dans le commerce illicite. À ce sujet, je rebondis très rapidement sur la question concernant l'Europe. Je voudrais dire ici qu'au niveau européen, lors des réunions de la CITES, le chef d'orchestre, c'est la Commission européenne. La Commission européenne, en ce qui concerne les éléphants, mais pas seulement, a des positions qui sont quand même très pro-commerce. Et même si certains pays, alors il y a certains pays qui sont aussi très pro-commerce, mais même si d'autres pays souhaitent plus de protection, notamment pour les éléphants, ou pour certains reptiles, la Commission européenne, elle freine des cas de fer. Et ça, c'est un gros problème, avec aussi des enjeux de transparence, c'est-à-dire que tout ça, ça se passe derrière des portes closes, où les pays sont presque tétanisés parfois de dire à l'ONG ce qui s'est dit pendant la réunion, parce que la Commission européenne veille à ce que rien ne se sache, ce qui est souvent peine perdue, mais pas toujours. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il y a les affichages, le Green Deal, etc. Mais quand on se retrouve à la CITES et qu'il y a des propositions de la coalition pour l'éléphant d'Afrique qui demandent à ce que toutes les populations soient de nouveau en annexe 1 pour interdire totalement le commerce international de l'ivoire, et ben, vous avez la Chine qui vote pour et vous avez l'Union européenne qui vote contre.
Là, c'est quand même édifiant et c'est pas prêt de changer. Donc, on a des problèmes pour les éléphants, mais aussi Mais là, pour on des croit tas de rêver, petits Charlotte. On croit rêver, là, oui, Charlotte. on croit, non, ah ouais, c'est Il faut- l'histoire de l'ivoire avec ce contraste Chine-Europe est édifiant, effectivement. Alors, eux, ils vous expliquent que, enfin, moi, non, je vais pas consacrer du temps à vous expliquer ce qu'ils disent, parce que de toute façon, je suis pas d'accord. Mais bon, bref, ils ont une approche très de marché, quoi. C'est de marché. Il reste un marché potentiellement à se faire en Afrique australe parce qu'il y a des éléphants. Donc, il faut que le commerce depuis ces pays soit autorisé. Oh, bah, si ça dépouille tout le reste du continent, bon, bah, écoutez, oui, bah, le reste du continent avait qu'à s'organiser pour avoir plus d'éléphants. Enfin, en substance, c'est ça. Et c'est pathétique. Les conséquences du Covid, je finirai là-dessus. Alors, détournement des gardes et rangers de leur mission. Alors, j'ai un marteau-piqueur qui commence. Bon, détournement des gardes et rangers de leur mission, c'est-à-dire qu'ils ont été mandatés pour vérifier que les gens respectaient bien le confinement. Des fois, ils ont été malades ou eux-mêmes confinés. Disparition des touristes sur le terrain. En fait, les touristes, c'est des auxiliaires des rangers, c'est des yeux, c'est des appareils photo, c'est des caméras. Donc, les braconniers, quand ils voient des touristes, ils n'interviennent pas, bien entendu. Donc ça, finalement, ça a enlevé des moyens de contrôle. Et les braconniers riverains des parcs aussi en ont profité pour faire du braconnage de proximité. Braconnage de proximité, notamment à des fins alimentaires, mais pas que. Donc là, par exemple, sur les photos, c'est au Kenya, girafes qui ont vraiment subi ce braconnage de proximité, antilopes, dik-dik, zèbres aussi, mais aussi en Europe. Et par exemple, là, vous avez un puffin, une photo de puffin avec une tradition qui était partie aux oubliettes et qui a ressurgi à l'occasion de cette crise, c'est d'aller déterrer des jeunes puffins au moyen de furets dans les falaises, dans les nids. Et aux îles Canaries, il y a eu une résurgence de cette pratique. Voilà, perturbation des circuits longs de contrebande, alors ça bien sûr, par voie aérienne et maritime, il y avait plus d'avions, beaucoup moins de porte-conteneurs, et des circuits longs nationaux par train ou bus dans les pays immenses comme l'Inde, puisque vous avez beaucoup de contrebande qui se fait par ces moyens-là. C'est l'Inde, mais c'est d'autres pays, la Chine aussi, qui est immense. Rebond des circuits courts et augmentation des ventes sur l'Internet, c'est-à-dire que les marchés traditionnels ont fermé, donc il y a eu un report pour la faune sauvage comme pour tout le reste. Je veux dire que c'est y compris les produits cosmétiques ou les imprimantes ou que sais-je. Les ventes sur Internet ont explosé avec le Covid. Perturbation du cours de la justice. Alors ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que les tribunaux à travers le monde ont été beaucoup plus réticents à mettre les gens en prison parce qu'il y avait des problèmes de contamination potentielle, que des fois des gens n'ont pas comparu parce qu'ils étaient cas contact, que des fois des gens n'ont pas pu être identifiés quand bien même il y avait une vidéo de braconnage sur Internet parce qu'ils portaient un masque, des gens mis en liberté provisoire plus rapidement que prévu justement à cause de la pandémie. Et c'est le cas notamment en France, il y avait un procès très intéressant récemment avec 3 citoyens chinois qui avaient été serrés pour contrebande en bande organisée d'ivoire, de civelle, pardon, de civelle. Et ils avaient fait 1 an de préventive. Après, ils sont rentrés chez eux parce qu'il y avait la pandémie et qu'ils ont été relâchés. Or, au final, ils ont été condamnés à 5 ans ferme, mais vu qu'ils en ont profité pour rentrer chez eux de par leur liberté conditionnelle, on ne les reverra jamais. Abandon d'animaux de compagnie, alors ça c'est quand vous avez une tortue alligator et qui commence à prendre trop de place et que d'habitude vous la voyez quelques heures, mais là vous l'avez en permanence en face de vous, abandon. Achat d'animaux de compagnie, il y a des gens que finalement le confinement a incité à se rapprocher de la nature. Alors c'est un raisonnement incroyable, mais c'est comme ça. Et donc notamment, on a vu une résurgence du trafic d'oiseaux chanteurs dans le sud-est
sud-est asiatique ou de singes en Amérique du Sud, de petits singes, mais aussi une augmentation de la chasse des chardonnerets par glu en Europe et notamment en France. Et enfin, les animaux remèdes au Covid-19, c'est ce que j'abordais au début avec des rumeurs lancées comme quoi la tête de vautour, par exemple, là vous en avez sur des marchés au Nigeria, pouvait permettre de guérir ou de se prémunir du Covid. Alors les vautours sont utilisés par une douzaine de groupes ethniques en Afrique traditionnellement, parce que le vautour, donc, c'est souvent les animaux, ils sont utilisés pour, en fonction de leur qualité physique quand ils sont vivants. Donc le vautour extrêmement résistant, une vue de loin, donc c'est utilisé pour plein de choses en Afrique traditionnelle, pouvoir magique, antidote, etc. Et donc, bien entendu, collé à la peau des vertus de lutte contre le Covid. Et les prix ont augmenté, c'est-à-dire qu'au Nigeria, de par cette grande demande, avant la pandémie, une tête de vautour, c'était 10 à 25 dollars, et pendant la pandémie, 39. Par exemple, et pour le vautour vivant, le vautour mort aussi, les prix ont presque doublé. Et les rhinocéros, alors les rhinocéros, eux, en fait, c'est parce qu'ils ressemblent à la licorne, hein, d'après ce qu'on croit comprendre. Ils ont cherché la licorne, ils ne l'ont pas trouvée, ils ont trouvé le rhinocéros. Et là, vous avez une illustration qui date donc de 1500 et quelques, qui le dit bien. La dernière phrase, c'est la licorne, donc ils ont trouvé un rhinocéros, et la corne qui est un préservatif contre tous les venins. Et finalement, on voit que cette croyance ancienne revient, est remise au goût du jour, alors lutte contre le cancer, etc. Et là, c'était contre le coronavirus numéro 19. Donc recrudescence du braconnage de rhinocéros. Là, vous avez des douaniers en tenue intégrale, des douaniers chinois. Mais attention, maintenant, les avions reprennent, les navires de croisière aussi, parce qu'il y a du trafic à bord des navires de croisière. Le transport par basson plein de nouveau. Donc, il y a des stocks qui sont constitués. Ça, on le sait, parce qu'il y a des saisies, notamment pour l'ivoire, où ça se voit que ce n'est pas de l'ivoire frais. Là, il va y avoir un effet sûrement déstockage, et c'est pour ça que c'est très important que les douaniers redoublent de vigilance dans cette période enfin pas post, mais intermédiaire Covid. On n'ose plus dire post-Covid. Ça, je ne vous le lis pas, mais c'était pour vous montrer quelques exemples d'animaux utilisés en médecine traditionnelle pour lutter contre l'impuissance sexuelle masculine. C'est un inventaire, ça va des nids d'hirondelles, le cobra, les vessies natatoires de Totoaba. Les pistes, donc surveillance pour améliorer la lutte, surveillance de terrain, augmentation des moyens humains et matériels, mais aussi des moyens pour les auxiliaires que sont par exemple les chiens douaniers qui font un excellent travail. Renforcement ou application des sanctions, parce que même si en France, en théorie, les sanctions ont considérablement augmenté, on voit que souvent les tribunaux accordent des amendes minimes, des récidivistes. Et puis, bien entendu, il y a des tas de pays où les amendes prévues sont insignifiantes. Rechercher les maillons, la responsabilité des maillons, c'est-à-dire que les chargeurs et les armateurs ont une responsabilité, et dans le cas de trafic de drogue ou de trafic de déchets, ils sont inquiétés. Il faut que ça soit pareil pour le trafic d'espèces menacées. Les mêmes méthodes de lutte que contre le narcotrafic, parce que souvent c'est les mêmes, donc c'est les mêmes modes opératoires. La coopération internationale, bien entendu. Et puis, ça a été évoqué aussi par Lionel, l'information du grand public sur les risques pénaux, sanitaires et financiers de l'acquisition d'animaux sauvages. Ça, c'est important, effectivement, l'information des consommateurs. Mais ceci dit, ça va avec tout le reste. C'est un arsenal de lutte. Une solution sans les autres n'est pas efficace, donc il faut vraiment que ça soit sur tous les fronts.
Voilà, donc nous, dans Charlotte, ce vous avez l'impression d'avoir fait le tour. On va pouvoir oui, passer ça aux va, questions. ça va. Je vous ai pas parlé des actions de Robin des Bois, mais bon, vous avez, c'est des actions que vous comprenez, hein, On vous écoute quand même, au moins un petit réglementaires, peu dans les français, grandes lignes. européens. Allez-y, allez-y, au moins Oui, dans non, les mais grandes lignes, rapidement, Charlotte. c'est des actions, si vous voulez, pour améliorer la réglementation au niveau français. Donc, effectivement, on a été à l'initiative du renforcement des règles sur l'ivoire, des destructions d'ivoire, avec AIFO et d'autres ONG. C'est au niveau européen pour se battre pour que l'Europe soit porteuse de propositions et porte plus d'attention à la voix de certains pays africains au sujet des éléphants en particulier, mais pas seulement. C'est un travail de surveillance du marché, notamment des salles des ventes, parce qu'il y a Internet, bien entendu, mais aussi les salles des ventes physiques, même si là, c'est maintenant aussi bien Internet, des ventes en ligne, des enchères en ligne. Mais le marché Internet c'est en plus du marché traditionnel, c'est-à-dire qu'il continue à y avoir des brocantes, etc., avec des fois des espèces menacées d'extinction à vendre, information des consommateurs, constitution de partie civile, alerte des douaniers ou de l'OCLESP ou de l'OFB sur des comportements suspects ou des ventes suspectes, et donc parfois des retraits de l'eau de la vente, ce qui est bien. Voilà, puis un travail de coopération avec les autres ONG, puisque comme je vous le disais, même, par exemple, vous avez au Vietnam, vous avez une association qui s'appelle ENV, Environment Nature Vietnam, qui fait un travail extraordinaire de traquage des contrebandiers, des trafiquants. Donc on travaille en réseau et même dans des pays où finalement lutter contre le trafic, c'est mettre sa vie en danger, il y a des gens qui y vont, qui restent droits dans leurs bottes et qui font un travail extraordinaire. Et c'est aussi une des vocations d'Alatras, le bulletin de Robin des Bois, c'est de mettre en valeur leur travail. Voilà. Et bien entendu, vous l'avez dit, c'est un premier contact et vous pouvez nous écrire et on répondra dans la mesure de nos compétences à vos questions. Voilà. Alors, merci beaucoup, Charlotte. C'est évidemment très, très impressionnant tout ce que l'on vient d'entendre. Je dirais que mon premier sentiment, en vous ayant écouté tous les deux, toutes ces informations, enfin, il y en a certaines que l'on connaît, que l'on voit passer, mais toujours de façon partielle, un peu dans des articles, dans des petits reportages, mais regroupées de cette façon-là. Là, vraiment, c'est un choc. On se fait finalement une idée assez faible de la gravité des problèmes. Lionel, est-ce que vous voulez dire quelque chose tout de suite ou on passe immédiatement aux questions? Vous vouliez ajouter quelque chose, Lionel, ou c'est bon? On pourra traiter ça dans les questions, je suis sûr que... Alors, dans les questions, Laurie Debove, qui parmi les participantes, demande si l'interdiction récente de la chasse à la glu, effectivement, en France, a été vue comme un signal de prise de conscience pour lutter contre le braconnage d'oiseaux chanteurs. À l'exemple des chardonnerets. Est-ce que pour vous, c'est un tout petit premier pas ou est-ce que c'est l'amorce de quelque chose de nouveau? Non, c'est l'amorce. C'était une décision qui était quand même attendue depuis très très longtemps. Donc on est vraiment très 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 heureux de cette décision. Après, toute décision et toute nouvelle réglementation doit être accompagnée du contrôle de l'application de ces réglementations. C'est évident. Sinon, vous pouvez vous faire plaisir, mais donc c'est là où il y a un enjeu et les agents de l'OFB ne sont pas assez nombreux, quoi. Faut être, rien que pour parler de la France, faut être clair. C'est pour ça aussi qu'ils comptent sur des ONG comme les nôtres, AIFO et Robin des Bois et beaucoup d'autres. C'est aussi pour leur faciliter le travail d'alerte sur des chardonnerets, par exemple, hein, qui pourraient être mis
vendus illégalement sur des marchés physiques ou des marchés Internet. Mais oui, parce que de toute façon, c'est une méthode qui est terrible, qui mutile, qui cible personne. C'est tout le monde, tous les petits passereaux y passent. Donc oui, c'est l'amorce. C'était attendu. C'est une étape importante, on va dire. D'accord. Merci beaucoup. Pourquoi y a-t-il eu un rebond du braconnage des puffins aux Canaries? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un événement particulier? Non, c'était à des fins alimentaires. C'était du braconnage à des fins alimentaires. Mais ce qu'il faut garder en c'est que des fois, il y a du braconnage de nécessité. Et puis, des fois aussi, c'est du braconnage pour arrondir les fins de mois. C'est-à-dire que je n'ai pas des informations précises, mais je ne crois pas qu'aux îles Canaries, les 2 braconniers qui étaient avec leur furet en cage étaient dans une situation de détresse alimentaire avec... enfin, je veux dire, c'est même sûr que non, quoi. Donc, voilà, l'état de nécessité peut des fois servir de prétexte, mais en tout cas, c'était bien le pourquoi de cette chasse, de ce braconnage, c'est à des fins alimentaires. Alors, j'ai bien noté effectivement et ça c'est peut-être le plus choquant, c'est que toutes les classes sociales, comme vous l'aviez signalé, sont concernées. Ce peut être des personnes qui sont tout à fait, avec un statut social tout à fait confortable, qui malgré tout s'adonnent ce genre de pratique, ce genre de marché. Et ça, c'est particulièrement choquant. Vous vouliez dire quelque chose, Lionel, ou je continue avec les questions? Vous pouvez continuer, je n'ai pas forcément de position, D'accord. de connaissances sur. Alors, par François Moutou, là, une question qui à soi seule, pardonnez-moi François, mériterait un webinaire entier, les enjeux sanitaires. Évidemment, avec la crise du Covid-19, on a pu voir l'impact que peut avoir les trafics ou en tous les cas les marchés d'espèces sauvages, si tant est évidemment qu'il soit prouvé que le Covid provienne d'un de ces animaux. Malgré tout, brièvement, est-ce que vous pourriez dire, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose l'un et l'autre sur les enjeux sanitaires? Charlotte, Charlotte ou Lionel? Oui. Mais c'est vrai que le pangolin a été quand même jeté en pâture et que pour l'instant, on ne sait pas. Alors, il y a eu aussi des effets secondaires. Alors, le trafic de pangolins, c'est à noter, hein. Lui, il n'a pas vraiment diminué après mars 2020. Enfin, je dirais, avant pandémie, post-pandémie, il n'y a pas eu une trouille des consommateurs pour le pangolin. Ils sont restés assez sereins. Les enjeux, alors il y a eu des répercussions, je le dis entre guillemets, sur des colonies de chauves-souris, ça a été terrible, qui ont été aussi traquées dans les moindres cavités avec des exterminations de masse parce qu'elles étaient suspectées de transporter le Covid, notamment en Inde, mais aussi au Pérou, à tel point qu'il y a eu des appels de scientifiques internationaux défenseurs des chauves-souris pour dire attendez, les chauves-souris, contraire, ça mange tout un tas d'insectes qui, eux, sont vecteurs de maladies. Donc, et puis ça, voilà, tout d'un coup se mettre à exterminer toutes les choses qui ont leur importance. Mais sinon, les enjeux sanitaires, ils sont connus avant. Hein. C'est avec les reptiles, avec des problèmes de fièvre du Nil, avec des fièvres hémorragiques. Et c'était, des fois, cet enjeu sanitaire est la motivation de saisie d'espèces qui ne sont pas protégées au niveau international ou national. Mais les services vétérinaires, douaniers et vétérinaires, arrêtent des cargaisons à cause de ces enjeux. Par exemple, les concombres de mer dont on parle peu, les holothuries, qui de plus en plus sont ciblés sur tous les océans mondiaux, y compris la mer Méditerranée. Il y avait des saisies avant même qu'il y ait 2 espèces de concombres de mer inscrites à la CITES pour des raisons sanitaires. Et puis il y a Ebola. Enfin, bon, c'était avéré avant le Covid-19. Et c'est important à dire aux gens. C'est vrai que quand les acheteurs, les clients potentiels de reptiles, de compagnie, se rendent pas compte des risques, y compris pour les enfants, enfin en particulier pour les enfants qui sont parmi les populations les plus vulnérables.
Et je continuerai la réponse de Charlotte en allant même un peu plus loin. Je pense que les risques sanitaires sont juste le reflet de la relation que l'homme, les sociétés modernes, en particulier les sociétés occidentales, ont avec la nature et le fait de toujours aller vers un élevage plus intensif, de pouvoir toujours avancer l'urbanisation et tout notre rapport en fait à la nature qui est complètement déséquilibré et qui engendre, comme on l'a vu, des maladies issues donc, des zoonoses, mais depuis déjà pas mal d'années. Et en fait, ça va faire que continuer. Aussi, on a déjà avec Ebola, le sida, le Covid, on en aborde de plus en plus. Mais en fait, c'est juste un reflet de notre lien avec la nature, le fait d'avoir du commerce d'animaux pour domestiques exotiques qui vont, surtout pour des primates, qui vont engendrer du stress chez le primate, des mauvaises conditions sanitaires, etc., qui vont aussi augmenter les risques de prolifération de nouvelles maladies. Et en fait, je pense que pour répondre à cette question, enfin, une des réponses, ça serait surtout de remonter à la base du problème, qui est vraiment notre relation à la nature et revoir notre positionnement par rapport à ça. Parce que c'est pas la dernière pandémie qu'on aura si on change pas, si on change pas notre relation avec la nature. Qu'importe l'origine du Covid, parce que même si on n'est pas encore sûr de son origine, mais dans tous les cas, notre relation à la nature est complètement déséquilibrée, complètement déplacée. Je pense que Tout à fait. Alors, pour faire suite à ce que vous présentez, enfin, la notion que vous avez, l'image que vous renvoyez de l'Union européenne, qui est quand même inscrite dans une logique consumériste et de marché concernant les trafics des animaux, on a vraiment l'impression d'une passoire, hein, appelons ça comme ça. Il y a une question donc de François Moutou. Comment expliquer la position de l'Union européenne sur l'ivoire, sachant que les effectifs d'éléphants en Afrique sont passés d'1 million au moment de la signature de la CITES à moins de 400 000 aujourd'hui? Jusqu'où s'arrêtera-t-on? Où va-t-on comme ça, en fait, hein? C'est une bonne question. Je crois que en fait, il y a eu un biais dès le départ. Les éléphants d'Afrique ont tous été inscrits en annexe donc interdiction totale du commerce international en 1989. À partir de 1980, alors c'est, que je dise pas de bêtises, 97, il y a eu progressivement les populations du Zimbabwe, du Botswana, d'Afrique du Sud, qui ont été inscrites en annexe 2 avec ces pays qui disaient, nous des éléphants, on en a, on va faire du commerce de l'ivoire, ça va être super contrôlé, donc ça n'aura pas d'impact sur les autres pays. Et ce motto, cette phrase mensongère, vraiment mensongère, qui était de dire les ventes d'ivoire vont nous donner de l'argent pour protéger les éléphants. Voilà, pour protéger les éléphants, il faut de l'argent, donc nous, on va vendre de l'ivoire. Et l'Europe, qui à l'époque, et maintenant c'est un peu évolué, mais a considéré les populations d'éléphants comme des troupeaux de vaches, en disant, bon ben voilà, au Zimbabwe, il y en a tant, alors on va pouvoir en prendre tant. Puis de toute façon, l'ivoire qui sera vendu, c'est de l'ivoire ramassé sur des éléphants morts, naturellement, donc ça va, on va pouvoir faire du commerce, c'est normal. Il ne faut pas être vexatoire avec les pays d'Afrique australe qui font des efforts de gestion. Donc, c'est reconnaître les efforts qu'ils ont faits que de leur permettre de vendre de l'ivoire. Donc, voilà. Et moralité, les ventes dites uniques d'ivoire ont ouvert grand la porte pour que de l'ivoire braconné en provenance de tout le continent soit évacué vers le pays destinataire, enfin les pays destinataires, c'est-à-dire vers l'Asie, avec une complication considérable pour les douaniers entre un ivoire du Zimbabwe et un ivoire de RDC. Enfin, je veux dire, alors il faut faire des analyses génétiques, ce qu'on ne peut pas faire à chaque fois. Bon. Donc en fait, ça laissait croire aussi aux consommateurs que ça allait, que les éléphants, ça allait mieux, donc on pouvait finalement racheter de l'ivoire. Et jusqu'où ça ira, je ne sais pas, parce que je ne suis même pas sûre que... alors, il y a les pays de la Coalition pour l'éléphant d'Afrique repropose des inscriptions d'annexe 1 à chaque session de la CITES jusqu'alors. J'espère que ça sera le cas la prochaine fois. Mais c'est vrai que le bloc européen qui doit voter unitairement, c'est-à-dire ces 28
ou 28 pour, ou 28 contre, ou 28 abstentions. C'est pas, si la France n'est pas d'accord avec l'annexe 2 et en faveur de l'annexe 1, ce qui est le cas, ce qui a été le cas en tout cas lors des 2 dernières CITES, elle est minoritaire, elle n'a pas le droit, elle toute seule, de voter pour et les 27 voter contre. Donc c'est du marchandage et surtout sur l'éléphant. Parce que par ailleurs, il faut être juste sur certaines espèces, notamment les espèces marines, l'Europe a eu un rôle leader, notamment sur les concombres de mer, parce que j'ai vu qu'il y avait une question sur les concombres de mer. Bah, les concombres de mer, c'est considéré, alors ça ressemble à un concombre. Donc, en fait, c'est considéré comme ayant des vertus aphrodisiaques, roboratives, etc. Et il y a une mode du concombre de mer, alors aussi avec toute une mythologie, ça apporte la puissance au sens large, etc. Donc, c'est vendu séché et mangé. Et certains pays où il n'y avait pas de pêche au concombre de mer deviennent des hotspots du concombre de mer. Alors que ça a une importance pour l'écosystème qui est absolument considérable, ça filtre les sédiments, c'est des laboureurs de la mer. Alors, il y a une question sur les ailerons de requins. Est-ce que c'est toujours à la mode? Est-ce qu'on continue à tuer des requins uniquement pour des ailerons? Alors, juste pour l'ivoire, il faudrait faire en fait un séminaire spécial parce Oui, qu'effectivement, on a aussi des D'accord, données, on notamment est sur d'accord. l'histoire, avec finalement des ateliers vénitiens qui ont été les premiers à délocaliser en Asie des ateliers de transformation d'ivoire. Enfin, c'est tout un historique. Mais enfin, bon, la colonisation telle qu'on l'entend a été vraiment le début de l'ère industrielle, on va dire, du Voilà, tout à pillage. fait. Peut-être une industrialisation. Alors, ça avait été l'idée première, hein, de faire effectivement un webinaire exclusivement sur l'ivoire. Et on s'est dit, on va le faire par étapes. On va déjà dresser le tableau général. Et grâce à vous, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et on pourra affiner au fur et à mesure sur différentes thématiques. Mais l'ivoire en soi, ne serait-ce que pour la position européenne qui est tout à fait incompréhensible et surréaliste, mérite à soi seul Vous avez tout à fait raison, Charlotte, hein, on reviendra vers vous pour ça. Bien sûr. Alors sinon, pour les ailerons, oui, ça continue. Alors il y a beaucoup de pays qui ont interdit la coupe d'ailerons, mais on voit qu'il y a encore, alors pas forcément des saisies d'ailerons ces derniers mois, mais par contre, il y a eu des saisies de corps de requins sans ailerons, notamment au Pérou sur des marchés alimentaires. Et les ailerons n'ont pas été jetés à la mer, ça c'est sûr. Donc oui, ça continue. Il y a eu des gros efforts au niveau réglementaire et par les conventions, les organisations régionales de pêche, mais c'est pas totalement réglé. Ça me permet aussi de parler d'un phénomène important, c'est les effets report. Quand on interdit une espèce ou l'utilisation d'une espèce, il faut toujours se méfier des reports. C'est-à-dire que pour l'ivoire, on voit qu'il y a il faut aussi penser aux éléphants d'Asie, hein. Il y a un report vers de l'ivoire d'hippopotame ou des dents de cachalot, par exemple, hein, pour citer que 2 exemples. Et là, pour les ailerons de requin, on a vu un report sur des morceaux de peau d'éléphant mis dans la soupe à la place des ailerons de requin. Ce qui montre bien que tout ça, c'est quand même c'est de l'esbrouf, c'est pour montrer, c'est un signe extérieur de richesse, de puissance, etc. Donc, pour les ailerons de requin, ça avance, mais là, on est vraiment aussi sur l'enjeu des moyens de contrôle. Et autant à terre, déjà, c'est compliqué, mais en mer, d'autant qu'il y a maintenant de plus en plus ces transbordements de bateau à bateau dans les eaux internationales. Et donc, pour contrôler ce qui se passe, c'est des moyens nautiques et aériens importants. Et par exemple, la France n'y arrive pas, hein. Quand on prend l'outre-mer, je veux dire, et le pillage des requins, notamment autour des îles Clipperton, il n'y a plus de requins marteaux autour de Clipperton, ou très peu, alors qu'avant, c'est le paradis des requins marteaux. Bon. Donc ça, c'est pour tout ce qui est pêche, pêche en haute mer, le problème du contrôle est colossal. Colossal.
Alors, il y a une question qui a été posée par deux participants concernant la limite de la coopération avec les plateformes. Elle semble être assez coopérative pour l'instant, enfin, de ce que vous nous avez décrit, mais quelles sont les limites en fait? Est-ce que c'est en données commerciales, en organisation? Comment vous travaillez avec les plateformes? Alors, c'est une très bonne question. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est soit contacté par les plateformes, soit on les contacte directement. Et donc, dès le début de l'échange, on va déjà être bloqué par certaines plateformes parce que, donc surtout avec des plateformes spécialisées imaginons, qui vendent que des perroquets. Donc déjà, on a eu beaucoup de difficultés à atteindre ces plateformes et la majorité des plateformes avec lesquelles on collabore, c'est plutôt des plateformes généralistes, comme Le Bon Coin, comme eBay, etc. Et nous, derrière, on a un travail vraiment où notre approche, c'est pas d'arriver frontalement et de les attaquer. Notre approche, c'est de les accompagner et d'aller avec eux vers un business model aussi qui soit beaucoup plus propre, qui leur permettrait d'avoir des avantages concurrentiels par rapport à des autres. Mais oui, on a forcément des limites sur les plateformes avec lesquelles on peut travailler, parce que tout le monde ne veut pas forcément travailler avec des ONG, surtout quand c'est des sujets un peu sensibles pour eux. On a aussi des limites en fonction de avec quelles personnes au sein de l'entreprise on travaille. Et donc, la priorité de l'entreprise pour la question de la cybercriminalité liée aux espèces sauvages. En général, pour les entreprises un petit peu plus petites, on va avoir plus de facilité à être directement en contact avec le PDG, CEO, et donc derrière de faire des changements beaucoup plus rapidement. Donc on a cette question de la priorisation en interne. Donc c'est un travail aussi qu'on va faire pour que la question de la cybercriminalité soit prise vraiment au sérieux et de manière la plus rapide possible. Et la dernière limite, c'est sur la transparence des données que l'entreprise peut nous donner. Donc nous, dans l'idéal, en tout cas avec la coalition, c'est qu'on puisse avoir des données pour qu'on puisse les reporter. Mais certaines entreprises ne veulent pas, en tout cas ne nous transmettent pas forcément toutes les données qui nous permettraient aussi de les accompagner et d'aller de l'avant. Donc en fait, ça dépend d'une entreprise à une autre. De manière générale, ça marche bien, mais pas pour les plateformes spécialisées, en tout cas très peu avec elles. Et tout n'est pas parfait. On essaie de faire au mieux, de les accompagner, mais aussi si elles veulent pas avancer, on ne peut pas les forcer. On n'a pas de pouvoir de contraindre sur la question. Merci beaucoup. Charlotte, vous voulez dire quelque chose Non, non, non. Parce qu'on on voit la limite. C'est vrai que les sites spécialisés, genre Natura By, par exemple, sont beaucoup plus difficiles à... Alors, on n'entend plus Charlotte Ouais. Charlotte, on ne vous voit plus. Enfin, on vous entend plus du tout là. J'ai arrêté de parler, hein, donc c'est normal. Non, en plus, le son est déconnecté de l'image en plus. Bon. Alors, pour recevoir l'atlas du business des espèces menacées, écrivez-moi Charlotte Nittard. Voici Charles donc, qui nous donne son adresse mail pour avoir l'atlas du business des espèces menacées. Si les participants n'ont pas d'autres questions, on arrive exactement au bout du webinaire. Est-ce que... Je crois qu'il y avait une question au tout début. Oui, comment vous travaillez avec les autres réseaux, l'UICN, Oui, c'est ça. Juste très rapidement, on travaille oui, allez-y. avec Trafic, on travaille avec eux rien que au sein de la coalition pour mettre fin au trafic d'espèces sauvages en ligne. C'est un des autres acteurs clés. Et avec l'UICN, on est aussi en contact avec eux. Et bien, par exemple, on va intervenir lors du congrès mondial de l'UICN. On pourra intervenir à cette occasion. Donc oui, on travaille avec d'autres réseaux parce que le but, c'est vraiment de travailler avec un maximum de personnes parce qu'on a besoin de tout le monde, tout simplement. Alors, voilà, je pense que ce webinaire touche à sa fin, sauf si les participants ont d'autres questions, mais j'ai l'impression qu'on a fait un bon tour déjà des principaux axes. Je vous remercie infiniment, Charlotte et Lionel. Vraiment, merci beaucoup. Je sais que ça vous a demandé un peu de préparation, mais vous avez des données qui sont absolument essentielles pour nous permettre de faire notre travail en tant que journaliste et c'est très précieux ce que vous avez transmis aujourd'hui. Vraiment, merci infiniment de toutes vos actions et de vos présentations aujourd'hui. Je me permettrai de revenir vers vous pour la suite, pour d'autres webinaires aussi sur ces mêmes thèmes.
selon différents axes. Merci à vous tous et à très bientôt, j'espère, pour d'autres webinaires aussi passionnants. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, merci, au revoir.